Illuminati. Les Illuminati constituent une société secrète, qui existe depuis le XVIIIe siècle, et qui possède depuis bien longtemps des membres disséminés à travers le monde dans de nombreux cercles d'influence. Cette société regroupe un ensemble de personnes qui, à travers le monde et depuis bien longtemps ont su et pu, grâce au soutien de quelques puissants, accéder à des postes importants, à partir desquels ils recrutent eux-mêmes des personnes, dont les aspirations sont les mêmes. Le but de ces gens est l'instauration d'un nouvel ordre mondial à travers l'économie, la politique et la manipulation mentale et psychologique des populations. Conseil des relations étrangères, CFR en américain. C'est une organisation privée composée d'hommes d'affaires exécutifs et de leaders politiques qui étudient les problèmes globaux et jouent un rôle clé dans le déroulement de la politique étrangère des USA. Le CFR est un des groupes semi-officiels les plus puissants, qui s'occupe du rôle de l'Amérique dans les affaires internationales. Ce qui est moins connu, c'est qu'il est contrôlé par un groupe élu de personnes recrutées parmi des sociétés secrètes des universités de Harvard et de Yale, le Skull and Bones et le Scroll Key. Ce sont des associations dans lesquelles sont admises certaines personnes de Harvard et de Yale, ayant passé à cette fin certains rites initiatiques et certains cérémoniaux, qui sont elles-mêmes des branches de l'ordre des Illuminati. Ces personnes constituent le comité exécutif du CFR, après avoir été admis dans une société secrète du nom d'ordre de la quête, aussi connue sous le nom de société Jason. L'admission dans des sociétés secrètes permet aux Illuminati de s'assurer que leurs recrues sont en accord avec leurs objectifs. Le CFR contrôle le gouvernement des USA car ses membres, dont certains sont ignorants des motivations du comité exécutif, car tous ne sont pas des adeptes des Illuminati ou de leurs objectifs, ont infiltré à travers les années toute la branche exécutive du gouvernement, le département d'État, le département de la justice, la CIA, et les militaires les plus hauts gradés. Jusqu'à présent, tous les directeurs de la CIA ont été membres du CFR. La plupart des présidents en ont été membres depuis Roosevelt. Les membres du CFR contrôlent la grande presse, et la plupart des grands journalistes américains en sont membres. Le CFR est une société secrète au sens où elle interdit la prise de notes, ou la divulgation d'une quelconque information à propos de ce qui se dit lors de ces meetings, sous peine d'exclusion. Son but est l'instauration du nouvel ordre mondial. George Bush et Bill Clinton sont des membres de la CFR, pour ne citer que. Commission trilatérale. La Commission trilatérale est un groupe d'élite de quelques 300 hommes d'affaires, politiciens et décideurs intellectuels les plus influents de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et du Japon. Cette entreprise est une agence privée, qui travaille à la construction d'une coopération politique et économique entre les trois parties du monde précédemment citées. Son grand dessein, qui n'est plus caché depuis longtemps, est le nouvel ordre mondial. La commission trilatérale a été créée en 1972, par le magnat de la banque américain David Rockefeller. La raison de sa création a été le déclin passager du pouvoir du CFR à cause de sa politique vis-à-vis de la guerre du Vietnam, qui a mécontenté beaucoup d'Américains. La raison de sa création est là, même que celle qui pousserait quelqu'un à faire courir deux chevaux dans une même course, c'est de doubler les chances de gagner. Le pouvoir réel est toujours resté solidement dans les mains du CFR. La famille Rockefeller était, et restera toujours la bénéficiaire de ces deux organismes. Groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, du nom de l'hôtel où s'est tenue sa réunion de constitution en 1954, a été créé de manière à coordonner et contrôler les efforts internationaux des Illuminati en un gouvernement mondial dont il est. Page 4. Le corps dirigeant. Ses membres dirigent les cercles intérieurs de la commission trilatérale, dont le noyau dirigeant a été choisi lors d'un meeting du groupe Bilderberg en 1972, et les cercles intérieurs du CFR, mais aussi des grands organismes internationaux tels l'ONU, le FMI, l'OMS. Vocabulaire utilisé pour la traduction. Extranéen. Néologisme créé à partir du latin extraneu, étranger, et désignant tout être ou toute réalité qui n'appartient pas à la culture humaine. Alinigène. Néologisme créé à partir du latin alinigenu, qui appartient à une autre race, et désignant tout être dont l'origine et le développement ne correspond pas à ceux des races évolutionnaires de l'humanité terrestre. Page 5. Perspective. Plusieurs sources d'informations ont été utilisées pour la rédaction de ce document. J'avais tout d'abord écrit ce document comme résultat de recherche. Il a été pour la première fois rendu public au symposium du MUFON, le 2 juillet 1989, à Las Vegas, dans le Nevada. La plupart de ces renseignements viennent directement, ou sont des résultats de ma recherche personnelle dans les documents top secrets, magiques que j'ai vus et lus de 1970 à 1973, lorsque je faisais partie de l'équipe de briefing des services de renseignement du commandeur en chef de la flotte Pacifique. Puisque quelques-unes de ces informations proviennent de sources que je ne peux pas divulguer pour des raisons évidentes, et quelques autres de sources publiées desquelles je ne peux répondre, ce document doit être formulé comme une hypothèse. Je crois sincèrement que si les aliénigènes sont réels, ceci est un document décrivant la véritable nature des choses. C'est le seul scénario qui a pu relier les différents éléments.
c'est le seul scénario qui répond à toutes les questions, et replace les divers mystères les plus importants dans un contexte qui leur donne un sens. C'est la seule explication qui montre les chronologies des événements, et démontre que ces chronologies, lorsqu'elles sont assemblées, s'emboîtent parfaitement ensemble. Le plus gros de ce document est, je le crois, vrai, si les documents que j'ai vus dans la marine sont authentiques. Quant au reste du document, je ne sais pas ce qu'il en est, et c'est pourquoi il doit être formulé en termes hypothétiques. La plupart des preuves disponibles actuellement, et des preuves historiques sont en accord avec cette hypothèse. Page 6. Le gouvernement secret. Au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis fut confronté à une série d'événements qui allaient, au-delà de toute prévision, changer son avenir et, avec lui, celui de l'humanité entière. Ces événements étaient si invraisemblables, qu'ils défiaient toute crédibilité. Le président Truman et son cabinet furent si stupéfiés qu'ils se trouvèrent virtuellement impuissants à leur faire face, alors que le pays venait tout juste de traverser la guerre la plus dévastatrice et la plus coûteuse de l'histoire. Les États-Unis avaient gagné la course à l'armement nucléaire. Depuis qu'elle avait mis au point, et même utilisé la bombe atomique, cette nation se retrouvait la seule au monde à posséder une arme, dont la puissance pouvait réduire à néant tous ses ennemis et la planète elle-même. C'était une époque de grande prospérité pour les Américains. Leur avance technologique et leur économie florissante leur offraient un enviable standing de vie. Ils exerçaient une influence mondiale, et déployaient la force militaire la plus vaste, et la plus puissante de l'histoire. On peut donc aisément imaginer la consternation et l'inquiétude de l'élite gouvernementale, quand celle-ci fut informée de l'écrasement, dans le désert du Nouveau-Mexique, d'un astronef piloté par des êtres à l'apparence d'insectes et de provenance absolument inconnue. De janvier 1947 à décembre 1952, pas moins de 16 astronefs s'écrasèrent ou furent descendus, sans compter celui qui avait explosé dans les airs, et dont rien n'avait pu être récupéré. On en retira 65 corps et un être vivant. Hormis l'appareil qui s'était désintégré dans l'atmosphère, 13 de ces incidents se produisirent sur le territoire américain, dont l'un en Arizona, 11 au Nouveau-Mexique et un au Nevada. L'un des 3 autres écrasements eut lieu en Norvège et 2 au Mexique. Les apparitions se firent si nombreuses, qu'il devint impossible de compter sur les services de renseignement existants pour effectuer une enquête sérieuse des témoignages probants, ou démentir les affabulations. Un appareil fut découvert le 13 février 1948, sur une mesa près d'Aztec au Nouveau-Mexique, et un autre de 30 mètres de diamètre, le 25 mars suivant au terrain d'essai de Whitesand. Au total, 17 corps furent extraits des 2 appareils. Mais l'élément le plus intrigant fut la découverte, à l'intérieur des 2 astronefs, d'une importante banque d'organes, de toute évidence prélevés sur des êtres humains. Un sentiment de paranoïa s'empara rapidement de tous ceux qui étaient dans le secret, quand ils comprirent qu'un démon venait de leur dévoiler sa face monstrueuse. Aussitôt, l'affaire fut classifiée plus qu'ultra secrète, et scellée dans un coffre de sûreté fermé à double tour. Même le projet Manhattan ne s'était pas vu imposer un tel silence pour sa sécurité. Ces événements allaient constituer par la suite, le secret le mieux gardé de toute l'histoire de l'humanité. En décembre 1947, fut mis sur pied le projet SIGNE-NDT, SIGNE, lequel réunissait les hommes de science les plus éminents d'Amérique pour étudier cette sordide affaire dans le plus complet mystère. Il se métamorphosa et, en décembre 1948, devint le projet Grudge-NDT, Rancune. Une branche de celui-ci fut bientôt créée sous le nom de Blue Book NDT, livre bleu dans le but de diffuser des informations anodines et surtout biaisées. 16 volumes allaient sortir de ce projet. Les équipes bleues furent formées pour repérer les astronefs écrasés, et en récupérer les passagers, tant morts que vivants. Plus tard, sous le projet PUNS-NDT, ruée, celles-ci devinrent les équipes Alpha. Durant ces premières années, l'armée de l'air des États-Unis, et la CIA exerçaient un contrôle absolu sur le secret de cette affaire. En fait, la CIA avait d'abord été créée par décret présidentiel en tant que groupe central de renseignement pour s'occuper expressément du problème de la présence extraterrestre. Par la suite, l'acte de sécurité nationale fut voté et promu ce groupe au titre d'agence centrale de renseignement. Le Conseil de sécurité nationale fut établi pour superviser les organes de renseignement, et spécialement ceux qui étaient rattachés à la question extraterrestre. Une série d'ordres et de mémos émanant de ce conseil, libéra peu à peu la CIA des limites de ce seul domaine et, lentement mais sûrement, finit par légaliser son action directe dans les affaires intérieures et extérieures sous le couvert d'activité quelconque. Le 9 décembre 1947, à la demande pressante des secrétaires Marshall, Forrestal et Patterson, ainsi qu'à celle de Kennan, directeur du personnel des politiques de planification au département d'État, le président Truman approuva le rapport NSC-4 concernant la coordination des mesures d'information sur les services. Page 7. Renseignements étrangers. À la page 49 du livre 1 du rapport final de la commission d'enquête sur les opérations gouvernementales reliées aux activités de renseignement, Sénat américain,
94e conférence, deuxième session, rapport No 94 755, 26 avril 1976, l'. Service des renseignements étrangers et militaires cite, cette directive a donné au secrétaire d'État, le pouvoir de coordonner les activités de renseignement destinées à combattre le communisme. NSC-4A, une annexe ultra-secrète de NSC-4, chargeait le directeur de la CIA d'entreprendre des opérations de couverture psychologique, afin de poursuivre les buts avancés par NSC-4, mais cette demande initiale ne définissait aucune procédure formelle quant à la coordination ou à l'approbation de ces opérations. L'annexe ne faisait qu'indiquer au directeur qu'il pouvait entreprendre des actions indirectes s'il s'assurait, en liaison avec l'État et la défense, que ces opérations étaient conformes aux politiques américaines. NSC-4 et NSC-4A furent plus tard amendés sous NSC-10-1 et NSC-10-2, qui accordaient des possibilités de couverture encore plus étendues, ce que prévoyait aussi la charte du Bureau de coordination des politiques, OPC. Ces deux articles allaient jusqu'à valider des pratiques illégales et des procédés en marge de la loi, pour autant que les responsables de la sécurité nationale en conviennent. La réaction ne se fit pas attendre. Aux yeux du personnel des renseignements, tous les coups étaient bons. NSC-10 a permis la création d'un comité exécutif de coordination ayant pour fonction de réviser les propositions des projets secrets, mais n'ayant pas mandat de les approuver. Ce groupe avait aussi pour tâche secrète de coordonner les projets concernant les aliénigènes. Les directives NSC-10-1 et NSC-10-2 donnèrent lieu à une interprétation particulière du rôle des gouvernants. Elle semblait sous-entendre, en effet, que ceux-ci préféraient n'être mis au courant de rien avant que les opérations n'aient été accomplies avec succès. Une zone tampon s'installa donc entre le président et l'information. Si jamais des fuites venaient à divulguer le véritable état des choses, le président serait donc automatiquement couvert par sa méconnaissance des faits, et se trouverait ainsi à l'abri de toute accusation. Mais, avec les années, ce tampon servit à tenir les présidents successifs dans l'ignorance la plus complète au sujet de la présence extranée à nous, tout au moins, permis au gouvernement secret et aux agences de renseignement de filtrer les informations qu'ils voulaient bien leur transmettre. NSC-10-2 établit un comité d'études formé de sommités scientifiques, qui se réunissaient en secret. Ce comité ne fut pas appelé MJ12. Les grandes lignes de ses fonctions furent stipulées dans NSC-10-5, un autre mémo de la série NSC, dont les ordres secrets préparèrent la venue en scène de MJ12 4 ans plus tard. James Forrestal, le secrétaire à la Défense, commença à s'opposer au maintien du secret. Son grand idéalisme et sa ferveur religieuse la menèrent à pencher en faveur d'une diffusion publique de l'information. James Forrestal était aussi l'un des premiers kidnappés connus. Dès qu'il eut parlé du problème extranéen aux leaders de l'opposition et à ceux du Congrès, Truman exigea sa démission. Forrestal exprima à plusieurs personnes ses craintes à cet égard ainsi que son sentiment d'être surveillé. Il avait raison mais les autres ne connaissaient pas ses faits. Aussi interprétèrent-ils ses inquiétudes comme de la paranoïa. On prétendit plus tard qu'il souffrait de troubles mentaux. Il avait été interné au centre médical de la marine à Bethesda, bien que l'administration n'en avait pas le pouvoir. En réalité, Forrestal avait été interné pour être isolé et discrédité, parce que l'on craignait qu'il n'ébruite la chose. Il n'était pas permis à sa famille et à ses amis de le voir. Finalement, le 21 mai 1949, le frère de Forrestal prit une décision fatidique. Il informa les autorités qu'il avait l'intention d'enlever James de Bethesda le 22 mai. C'est pourquoi, tôt le matin du 22 mai 1949, des agents de la CIA se rendirent à sa chambre au 16e étage, nouèrent le coin d'un drap autour de son cou, en attachèrent l'autre bout au plafonnier, et le jetèrent par la fenêtre. Le drap se déchira et Forrestal plongea dans la mort, devenant l'une des premières victimes de la conspiration du silence. Les carnets secrets de James Forrestal ont été confisqués par la CIA, et ont été conservés à la Maison-Blanche durant plusieurs années. Sous la pression du public, les carnets ont été finalement réécrits et publiés dans une version aseptisée. L'information des véritables carnets a été plus tard fournie par la CIA sous la forme d'un livre à un agent qui l'a publié sous la forme d'une fiction. Le nom de l'agent est Whitley Strieber, et le livre est Majestic. Le passager qui a été trouvé, errant dans le désert et rescapé de l'écrasement d'un astronef à Roswell en 1949 fut nommé EBE, monogramme formé d'après la désignation proposée par le professeur Vannevar Bush, et signifiant entité biologique extraterrestre. EBE avait tendance à mentir ou à répondre à sa guise. On l'interrogea en vain pendant plus d'1 an. Il préféra s'abstenir plutôt que de donner une réponse concluante. Page 8. Commença à s'ouvrir qu'à partir de sa 2e année de captivité. L'information qu'il livra alors est pour le moins saisissante. Celle-ci fut compilée dans ce qui est devenu par la suite le Yellow Book NDT, livre jaune. Des photographies d'EBE ont été prises, parmi d'autres, j'ai vu des années plus tard dans le projet Grudge. Vers la fin de 1951, EBE tomba malade.
le personnel médical fut impuissant à établir un diagnostic puisque, d'une part, il ne possédait pas d'antécédents sur lesquels se baser pour le traiter et que, d'autre part l'organisme d'EBE, transformait les éléments nutritifs en énergie par photosynthèse, à la manière des plantes, à partir de la chlorophylle, et rejetait aussi les déchets par la peau. Plusieurs experts ont été appelés pour étudier sa maladie, incluant des professeurs en médecine, des botanistes et des entomologistes. On fit appel à un botaniste, le professeur Guillermo Mendoza, pour le soigner et l'aider à se rétablir. Le professeur Mendoza s'efforça vainement de sauver EBE jusqu'au 2 juin 1952, quand il mourut. Le professeur Mendoza devint l'unique spécialiste en matière de ce type de biologie extranéenne. Le film était l'histoire à peine voilée d'EBE. Les États-Unis avaient désespérément tenté de sauver EBE pour gagner la faveur de ses congénères technologiquement supérieurs en commençant, au début de 1952, à émettre un appel de détresse vers les vastes espaces sidéraux. Ils ne reçurent aucune réponse mais, étant néanmoins de bonne foi, ils poursuivirent ce projet, nommé Sigma. Par un décret-loi secret du 4 novembre 1952, le président Truman créa la très secrète Agence de sécurité nationale, NSA. Celle-ci avait pour objectif premier de décoder le langage des aliénigènes en vue d'établir un dialogue avec eux. Cette tâche des plus urgentes s'inscrivait dans la suite des précédents efforts. L'objectif second de la NSA consistait à surveiller toute communication émise par n'importe quel appareil, et provenant de n'importe où sur Terre, et ce dans le but de recueillir tout renseignement, tant humain qu'aliénigène, et de préserver le secret de la présence extranéenne. Le projet Sigma fut fructueux. La NSA maintient aussi, de nos jours, des communications avec la base lunaire, et d'autres programmes spatiaux secrets. Par décret-loi, la NSA est au-dessus de toute loi qui ne spécifie pas nommément qu'elle est sujette aux prévisions de la dite loi. Cela signifie que, si le nom de cette agence n'est pas écrit dans le texte de l'une ou l'autre loi votée par le Congrès, la NSA n'est pas concernée par cette loi. De plus, la NSA remplit beaucoup d'autres fonctions qui, en fait, la situent en tête des agences de renseignement. De nos jours, la NSA se voit octroyer 75% des sommes allouées à l'ensemble des services de renseignement. Un vieux dicton dit avec raison, où va l'argent va le pouvoir. Le directeur de la centrale de renseignement, quant à lui, n'est plus aujourd'hui qu'un homme de paille maintenu en poste pour berner la population. La fonction première de la NSA vise encore les communications avec les aliénigènes, mais elle s'est maintenant accrue de d'autres projets en liaison avec eux. Le président Truman avait tenu nos alliés, y compris l'Union soviétique, au courant des développements du problème extranéen. Il avait agi ainsi de peur que les aliénigènes ne se révèlent menaçants pour l'espèce humaine. On avait même dressé des plans de défense unifiés en cas d'invasion planétaire, mais il s'avéra difficile de garder un projet d'envergure internationale à l'abri de la curiosité normale des journalistes à l'égard des gouvernements. On jugea donc nécessaire de confier à une section indépendante le soin de coordonner et de contrôler les efforts internationaux. Le résultat fut la création d'une société secrète, qui devint connue sous le nom de groupe Bilderberg. Ce groupe a été constitué en 1952. Son nom vient de l'endroit du premier meeting publiquement connu, l'hôtel Bilderberg. Ce meeting public eut lieu en 1954. Ses membres ont été dès lors surnommés les Bilderbergers. Le quartier général de ce groupe est à Genève en Suisse. Les Bilderbergers se sont transformés en un gouvernement mondial secret, qui contrôle maintenant absolument tout. Les Nations Unies d'alors, comme de nos jours, d'ailleurs, ne sont qu'une farce monumentale à l'échelle internationale. En 1953, la Maison-Blanche accueillit un nouveau président, un chef militaire entraîné au commandement des hommes selon des structures hiérarchiques. Habitué à déléguer l'autorité, il préférait gouverner en s'entourant de comités, et ne prenait par lui-même une décision majeure, que si ses conseillers étaient incapables d'en arriver à un consensus. Sa méthode habituelle consistait à envisager d'abord toutes les alternatives en lisant tous les documents, et en écoutant tous les avis concernant une affaire, puis à trancher la page 9. Question en approuvant l'une ou l'autre des multiples propositions. Ses proches collaborateurs ont relaté que son mot d'ordre se résumait le plus souvent à donner carte blanche dans des termes qui revenaient à dire que la fin justifie les moyens. Il passait le plus clair de son temps sur les parcours de golf, ce qui n'a rien d'inusité pour un ex-officier de carrière qui s'était élevé durant la dernière guerre au grade ultime de commandant suprême des forces alliées. Ce président était le généralissime à 5 étoiles de l'armée américaine Dwight David Eisenhower. Au cours de l'année 1953, sa première en poste, au moins une dizaine d'écrasements de disques furent signalés, dont 4 en Arizona, 2 au Texas, 1 au Nouveau-Mexique, 1 en Louisiane, 1 au Montana et 1 en Afrique du Sud, sans compter des centaines d'apparitions d'étranges aliénigènes qui furent récupérés, 4 étaient encore en vie. Eisenhower comprit qu'il lui faudrait s'attaquer au problème extranéen, et arriver à le résoudre seul, sans devoir le révéler au Congrès. C'est pourquoi, au début de 1953, le nouveau président se tourna vers Nelson Rockefeller, son ami et collègue au Conseil des Relations étrangères, et lui confia la tâche d'ébaucher la structure d'une section secrète,
qui aurait pour mission de superviser l'ensemble des intervenants reliés au phénomène extranéen. C'est ainsi que fut conçue l'idée de MJ-12, qui allait prendre corps un an plus tard. C'était Woodrow Aldrich, l'oncle de Nelson Rockefeller, qui avait joué le rôle le plus important en réussissant à convaincre Eisenhower de briguer les suffrages à la présidence des États-Unis. Toute la famille Rockefeller, et avec elle l'Empire Rockefeller, avait très fortement soutenu Ike. Eisenhower appartenait corps et âme au Conseil des Relations étrangères, et à la famille Rockefeller. En requérant les services de Rockefeller pour s'occuper de la question extranéenne, Eisenhower commit la plus grande bévue de sa carrière, une erreur capitale pour l'avenir des États-Unis et, fort probablement, du monde entier. Moins d'une semaine après son élection, Eisenhower nomma Nelson Rockefeller président d'un comité consultatif présidentiel sur l'organisation du gouvernement. Ce dernier était donc responsable de planifier la réorganisation de l'administration, chose dont il rêvait depuis des années. Les programmes de réforme furent cumulés en un seul portefeuille, et représentés au cabinet sous le nom de ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. Quand cette nouvelle fonction fut approuvée par le Congrès en avril 1953, Rockefeller se vit assigner le poste de sous-secrétaire d'Orvotacule Pobby. Ce fut au cours de cette même année, que des astronomes repérèrent dans l'espace des objets de grande dimension, se déplaçant en direction de la Terre. Ils les avaient d'abord pris pour des astéroïdes, mais l'évidence s'imposa bientôt, qu'il ne pouvait s'agir que de vaisseaux spatiaux. Les radios du projet Sigma réussirent à intercepter les communications transmises entre les astronefs, mais nul ne put décoder les intentions réelles des équipages de ces immenses et nombreux vaisseaux qui, en arrivant à proximité de la Terre, se placèrent sur orbite géosynchrone à très haute altitude autour de l'équateur. Toutefois, les responsables du projet Sigma, de concert avec ceux du nouveau projet Platon, lequel avait mission d'établir des relations diplomatiques avec les étrangers d'outre-espace, mirent au point un système de signaux basé sur le langage binaire des ordinateurs, et purent ainsi établir un dialogue avec ces voyageurs de l'espace en provenance d'une autre planète. Leur atterrissage fut convenu, et donna lieu à une première rencontre dans le désert. Le film Rencontre du troisième type est une version fictive d'événements qui eurent réellement lieu. Un otage a été laissé chez nous en gage de leur retour pour signer un traité. Entre-temps, des extranéens d'une autre race, d'apparence humaine, celle-là, atterrirent à la base aérienne de Mesté en Floride, et purent communiquer fructueusement avec le gouvernement américain. Ce groupe nous mit en garde contre les initiatives de la race en orbite autour de l'équateur. Quant à eux, ils lui avaient plutôt offert d'aider l'humanité dans son développement spirituel mais, pour ce faire, ils avaient exigé du gouvernement qu'il commençât par démanteler son arsenal nucléaire. Ils avaient en outre refusé tout marchandage technologique avec lui en raison de l'immaturité morale, dont nous faisions manifestement preuve à l'égard des inventions que nous possédions déjà. Ces ouvertures de conciliation furent rejetées sur les fondements que ce serait une folie que de nous désarmer face à un futur aussi incertain. D'un autre côté, leur décision avait été d'autant plus difficile à prendre, qu'ils ne pouvaient s'appuyer sur aucun précédent historique. Un troisième atterrissage eut lieu en 1954 à Muroc, dénommé maintenant base aérienne d'Edouard. La base a été fermée pendant 3 jours et personne n'était autorisé à y entrer ou en sortir durant cette période. Page 10. Aliénigènes s'entendirent avec le gouvernement américain pour rédiger un traité, dont les détails seraient discutés lors d'une rencontre ultérieure. L'événement historique fut soigneusement planifié et Eisenhower s'arrangea pour être en vacances au même moment à Palm Springs. Au jour convenu, le président prétexta une visite chez le dentiste pour esquiver les journalistes, et se rendre en catimini à un rendez-vous plus insolite. Les témoins de l'événement avaient pu voir 3 OVNI voler au-dessus de la base et atterrir. Les batteries anti-aériennes suivaient un exercice d'entraînement, et le personnel stupéfié, attirait sur les astronefs qui passaient au-dessus d'eux. Bien heureusement, les tirs ont manqué leur cible et personne n'a été blessé. Le président Eisenhower a, donc rencontré les aliénigènes, le 20 février 1954, et un traité formel entre la nation extranéenne et les USA a été signé. Le premier ambassadeur aliénigène à avoir jamais été reçu par notre État, fut présenté comme étant son Altesse toute puissante KRLL, prononcé CRI. Un titre aussi pompeux ne pouvait que provoquer les sarcasmes des Américains qui, fidèles à leur tradition anti-royaliste, eurent au fait de lui substituer secrètement un sobriquet, commençant par les mêmes lettres en anglais, et signifiant le tout premier otage KRLL, car il était l'otage qui avait été laissé lors du premier atterrissage dans le désert. Peu après cette rencontre, le président Eisenhower eut une crise cardiaque. 4 autres personnes étaient également présentes lors de cette rencontre, Franklin Allen des journaux et Hearst, Edwin Nourse de l'Institut Brookings, Gerald Light, du célèbre Institut de recherche métaphysique, et l'évêque catholique Massentier de Los Angeles. Leur réaction a été estimée comme un microcosme représentatif de la réaction que le public pourrait avoir. En se basant sur leur réaction, il a été décidé que le public ne devrait pas être mis au courant.
Plus tard, des études ont confirmé cette décision. Une lettre chargée d'émotion, et écrite par Gerald Light, reflète bien sa réaction en ces détails froids. Mon cher ami, je reviens tout juste de Muroc. Le rapport est vrai, terriblement vrai. J'ai fait le voyage en compagnie de Franklin Allen du journal Hearst, d'Edwin Nourse de l'Institut Brookings, ancien conseiller financier de Truman, et de l'évêque Macintyre de Los Angeles, nom d'emprunt pour la présente, veuillez m'en excuser. Quand nous avons été autorisés à entrer dans la section à accès restreint, après environ 6 heures pendant lesquelles nous avons été vérifiés sous toutes les coutures possibles à propos de tous les événements, incidents et aspects de nos vies privées et publiques, j'ai eu le sentiment précis que le monde touchait à sa fin, avec un fantastique réalisme, parce que je n'avais jamais vu autant d'êtres humains dans un état de confusion et d'effondrement aussi total, parce qu'ils se rendaient compte que leur conception du monde avait vraiment pris fin avec une telle irrévocabilité, qu'elle en était indescriptible. L'existence de formes aériennes autres avions, et maintenant et pour toujours révoquée du domaine de la spéculation, et fait douloureusement partie de la conscience de chaque responsable scientifique et de chaque groupe politique. Durant mes 2 jours là-bas, j'ai vu 5 types distincts d'astronefs en train d'être étudiés et manipulés par nos officiels de l'armée de l'air, avec l'assistance et la permission des aériens. Je n'ai pas de mots pour exprimer mes réactions. C'est finalement arrivé. C'est maintenant une question d'histoire. Le président Eisenhower, comme vous pouvez déjà le savoir, est arrivé en catimini à Muroc une nuit. Page 11. Pendant sa visite à Palm Springs récemment. Et c'est ma conviction qu'il passera outre le terrible conflit entre les différentes autorités, et qu'il ira directement vers le peuple grâce à la radio et à la télévision, si l'impasse continue plus longtemps. D'après ce que j'ai pu comprendre, une déclaration officielle au pays est en cours de préparation pour être délivrée vers la mi-mai. Nous savons qu'une telle déclaration n'a jamais été faite. Le groupe du contrôle du silence a gagné la partie. Nous savons aussi que 2 vaisseaux de plus, pour lesquels nous n'avons aucun témoin, ont soit atterri peu après les 3 autres, soit été déjà en possession de la base avant l'atterrissage des 3 autres. Gerald Light a mis le mot éthérien entre guillemets pour attirer l'attention sur le fait que ces êtres pourraient avoir été perçus comme des dieux par lui. Il est bon de préciser que l'emblème de ces aliénigènes est connu sous le nom d'un signe trilatéral. C'est celui qu'ils affichent sur leurs vaisseaux et leurs uniformes. À noter aussi que ces atterrissages et la seconde de rencontre ont été filmés, et que ces films existent toujours. Le président Eisenhower rencontra, donc personnellement les aliénigènes, et un pacte officiel fut signé par les 2 chefs d'État au nom de leurs nations respectives. L'entente stipulait qu'aucune des 2 parties ne devait s'immiscer dans les affaires de l'autre. En échange de notre engagement à préserver le secret de leur présence, ils étaient prêts à nous fournir de la technologie de pointe, et à aider à l'avancement de notre science. Ils ne signeraient de traité avec aucune autre nation terrestre. Sur une base périodique et limitée, ils pourraient enlever des êtres humains pour des raisons de recherche médicale, et d'étude de notre développement, à la condition expresse que ces sujets ne souffrent d'aucun préjudice, et soient ramenés à leur point d'enlèvement sans garder le moindre souvenir de ces incidents. De plus, selon un calendrier fixe, les responsables extranéens devraient fournir à Majesty 12 une liste de toutes les personnes contactées ou kidnappées. Il fut convenu que chacune des 2 races désignerait un ambassadeur pour résider à demeure dans l'autre nation, aussi longtemps que le traité serait en vigueur. En outre, on se mit d'accord pour procéder à des échanges culturels par le biais de stages d'études. Ainsi, pendant que 16 stagiaires étrangers feraient leur apprentissage sur la Terre, 16 des nôtres seraient en visite sur leur planète avant d'être relayés par un nouveau groupe au bout d'un certain temps. Une reconstitution de cet événement a été adaptée dans le film « Rencontre du 3e type », un tuyau qui s'explique par le fait que le professeur J. Allen Hiney était le conseiller technique du film. J'ai remarqué que le rapport top secret contenant la version officielle de la vérité à propos de la question extranéenne, intitulé Projet Grudge, que j'ai lu pendant que j'étais à la marine, avait pour co-auteur le lieutenant-colonel Frien, et le professeur J. Allen Hiney, qui était cité comme étant un homme de la CIA attaché au projet Grudge. Le professeur Hiney, celui qui a ridiculisé plusieurs incidents OVNI légitimes quand il travaillait comme membre scientifique du très public projet Blue Book. Le professeur Hiney est l'homme responsable de l'abominable phrase « C'était seulement du gaz des marais ». On accepta aussi de construire, à l'usage des aliénigènes, des bases souterraines dont 2 serviraient à des recherches conjointes, et à des échanges de technologies. Ces bases extranéennes seraient construites sur des réserves indiennes aux 4 coins de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, et une autre serait construite dans un lieu appelé Dreamland. Dreamland a été construite dans le désert Mojave près, ou dans un endroit appelé Yucca. Je ne me souviens plus si c'était Yucca Valley, Yucca Flat, ou Yucca Proving Ground, mais Yucca Valley est ce que j'ai toujours semblé vouloir dire. Plus d'observations d'OVNI et d'incidents ont lieu dans le désert Mojave de la Californie que dans n'importe quel autre lieu dans le monde, tellement en fait, que personne ne s'est dérangé pour en faire des rapports.
quiconque s'aventure dans le désert pour parler aux résidents, sera abasourdi par la fréquence de l'activité et par le degré d'acceptation démontré par ceux qui ont fini par considérer les OVNI comme un phénomène normal. Toutes ces zones sont entièrement contrôlées par le département naval, selon les documents que j'ai lus. C'est en effet la marine qui émet la solde de chaque membre du personnel assigné à ces installations à travers un sous-traitant. Les chèques ne font jamais référence au gouvernement ou à la marine. Les chantiers ont immédiatement démarré, mais n'ont progressé qu'au ralenti jusqu'à ce que d'importants subsides, en 1957, viennent relancer les activités conformément au projet Yellow Book. Page 12. Le projet Relict NDT, feu rouge fut mis sur pied en vue d'entreprendre au plus tôt les premiers vols expérimentaux à bord d'astronefs. Des installations ultra-secrètes furent construites au lac Groom, dans le Nevada, à l'intérieur du rayon d'action des tirs d'essai, dans une zone qui porte pour nom de Code Zone 51. Nul n'est autorisé à y pénétrer, pas même le personnel, sans un sauf-conduit de la marine, et un laissez-passer approuvé par l'administration présidentielle, appelé Majestic. Ce qui ne manque pas d'ironie ici, l'on songe que même le président des États-Unis n'est pas autorisé à visiter le site. Quant aux échanges technologiques, ils se déroulaient à la base extranéenne ayant pour nom de code Réanlan, sous terre, dans une portion souterraine dont le nom de code était de Dark Side of the Moon NDT, la face obscure de la Lune. Selon la documentation que j'ai lue, au moins 600 êtres alienigènes résidant finalement à plein temps dans ce lieu avec un nombre inconnu de scientifiques et de personnel de la CIA. En raison de la peur des implants, seulement certaines personnes étaient autorisées à avoir des relations avec les alienigènes, et ce personnel était et continue à être surveillé et contrôlé continuellement. L'armée fut chargée de former une organisation ultra-secrète, qui assurerait la pleine sécurité de tous les projets liés à la technologie extra-alienne. Cette section spéciale fut baptisée l'Organisation de reconnaissance nationale. Établie à Fort Carson au Colorado, les équipes spécialement entraînées à sécuriser le projet furent appelées Delta. Le lieutenant-colonel James Bogritz était un commandant de la force Delta, de façon à étouffer les soupçons que les habitants de la région risqueraient d'avoir en apercevant des ovnis Relict. On créa un projet parallèle, celui des avions à réaction Snowbear, fabriqués selon des procédés conventionnels, et exhibés à maintes reprises aux journalistes. Le projet Snowbear avait également l'avantage de discréditer, aux yeux de la population, les témoins d'authentiques appareils extranéens, OVNI pour le public, VAI pour ceux qui sont dans le secret NDT, vaisseaux alienigènes identifiés. À cet égard, il s'avéra une véritable réussite, puisque les témoignages de la part du public se sont faits plutôt rares jusqu'à ces toutes dernières années. Un fonds secret de plusieurs millions de dollars fut constitué et gardé par le cabinet militaire de la Maison-Blanche. Ce capital servit à la construction de 75 installations profondément enfouies sous terre. Aux présidents qui demandèrent à quel usage étaient destinées ces mises de fonds, on répondit qu'elles serviraient à leur creuser de profonds abris souterrains en cas de guerre nucléaire. En fait, une très petite quantité était conçue à leur intention. Par contre, des millions de dollars étaient écoulés vers Majesty 12, qui les redistribuait à des entrepreneurs pour l'excavation de bases ultra-secrètes, tant extranéennes que militaires, et les installations de la solution 2 à travers la nation. Le président Johnson se servit à même ce fonds pour faire ériger une salle de cinéma, et paver la route de son ranch, sans avoir la moindre idée de l'objectif réel de ce trésor. C'est le président Eisenhower qui obtint du Congrès, en 1957, la création de ce fonds secret en alléguant qu'il fallait aménager et entretenir des abris secrets dans lesquels le président pourrait s'enfuir en cas d'attaque armée. Ces refuges présidentiels sécuritaires, consistant de véritables cavernes creusées à une profondeur suffisante pour résister à une déflagration nucléaire, et sont équipés des appareils de communication les plus avancés. Mais la majeure partie de ce fonds a plutôt servi au creusage des 75 installations, qui sont aujourd'hui disséminées sous le territoire américain. D'autre part, la Commission de l'énergie atomique a ordonné la construction d'au moins 22 autres abris. Leur emplacement et toute question connexe sont traités sous le sceau du secret le plus absolu. Le cabinet militaire de la Maison-Blanche administre à lui seul la totalité des fonds impartis à ce programme, et en distribue les parts suivant un réseau, si complexe que même l'espion le plus habile, ou le comptable le plus compétent, ne saurait jamais reconstituer leur parcours pour en retracer la provenance, ou en découvrir la destination. En 1980, seuls les quelques individus placés au départ, ou à l'arrivée de ce labyrinthe, savaient à quel usage étaient consacrées ces sommes. À la position de départ, il y avait le représentant du Texas George Mahon, président du comité de crédit budgétaire, et du sous-comité de la défense à la Chambre, ainsi que le représentant de la Floride Robert Sick, président du sous-comité au crédit de la construction militaire à la Chambre. De nos jours, des rumeurs laissent entendre que Jim Wright, speaker de la Chambre, contrôlerait le budget du Congrès, et qu'on se préparerait à le limoger par un coup de force. En bout de ligne, on retrouvait le président, Majesty 12, le chef du cabinet militaire, et un commandant au chantier naval de la marine à Washington. Page 13.
les fonds n'étaient libérés par le comité de crédit, qui les allouait au ministère de la Défense à titre de poste ultra secret concernant la subvention du programme de construction militaire. L'armée ne pouvait cependant pas dépenser cet argent puisque, en définitive, elle ne savait même pas à quoi il servait. C'est à la marine, en fait, que revenait l'autorisation de le gérer. Elle commençait par le remettre à ses ingénieurs maritimes de la division de Chesapeake, qui n'en connaissaient pas davantage le but, ni eux ni même le commandant en chef, qui arborait pourtant le grade d'amiral. Un seul homme connaissait la raison d'être, le montant réel et la destination finale de ce fonds ultra secret. C'était un commandant de la marine assigné à la division de Chesapeake mais qui, en réalité, était aux ordres du cabinet militaire de la Maison-Blanche. En vertu du secret absolu qui entourait ce capital, un très petit nombre d'individus en avaient le contrôle. Il leur était donc d'autant plus facile de faire disparaître jusqu'à la moindre trace de son passage. Ce fonds ultra secret n'a été soumis à aucune vérification comptable, et ne le sera sans doute jamais. De fortes sommes furent transférées de ce fonds à un autre à Palm Beach en Floride, dans une localité appartenant à la garde côtière et appelée Peanu Island. Or, cette île au cacao était précisément adjacente à un domaine qui appartenait à Joseph Kennedy. Lors d'un documentaire présenté à la télévision, il y a déjà quelque temps sur l'assassinat de Kennedy, il avait été justement question d'un certain officier de la garde côtière, qui aurait remis une mallette remplie d'argent, de la main à la lisière des deux propriétés, à un employé des Kennedy. S'agirait-il d'une indemnité versée aux parents pour la perte de leur fils? Toujours est-il que ces versements ont continué sans interruption jusqu'à ce qu'ils cessent en 1967. Ils auraient prétendument servi à des travaux d'embellissement et d'aménagement paysager, mais le véritable usage de cet argent demeure encore inconnu, tout comme, d'ailleurs, le montant des fonds transférés. Entre-temps, Nelson Rockefeller fut encore muté. Il prit alors la place de C.D. Jackson qui avait occupé la fonction d'adjoint spécial pour la stratégie psychologique. Sous Rockefeller, ce titre fut changé en celui d'adjoint spécial pour la stratégie de la guerre froide. Ce poste évolua avec les années pour finalement comporter les attributions qui étaient celles d'Henry Kissinger sous la présidence de Nixon. Le rôle officiel de Rockefeller consistait à fournir conseils et aide en vue de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande coopération entre tous les peuples. Cette description de tâche n'était toutefois qu'un écran de fumée pour dissimuler ses activités secrètes en tant que coordonnateur présidentiel des services de renseignement. Il en faisait rapport directement au président, et uniquement à lui. Il assistait aux réunions du cabinet, prenait part au Conseil sur la politique économique étrangère, et siégeait au Conseil de sécurité nationale, la plus haute instance gouvernementale en matière d'élaboration des politiques. En vertu du décret NSC 5412, 1 du mois de mars 1955, Nelson Rockefeller se vit en outre attribuer un autre poste clé, celui de chef du groupe planificateur de la coordination. Cette unité secrète se prévalait des services de personnes désignées selon les différents besoins à l'ordre du jour. Hormis Rockefeller, ce comité ad hoc comptait à l'origine un représentant du ministère de la Défense, un autre du département d'État, et le directeur de la centrale de renseignement. Cette unité fut bientôt appelée le comité 5412 ou le groupe spécial. Le décret NSC 5412 a établi une nouvelle règle concernant les opérations clandestines. Jusque-là, le directeur de la centrale de renseignement avait pleine autorité sur leur exécution. Dorénavant, ces opérations seraient soumises à l'approbation d'un comité exécutif. Déjà en 1954, par son décret-loi secret NSC 5410, Eisenhower avait précédé le décret NSC 5412 en constituant un comité permanent, et non ad hoc, qui allait être connu sous le nom de Majesty 12, MJ12. Et dont le rôle consisterait à superviser et à diriger les activités secrètes ayant rapport à la question extranéenne. Le NSC 5412 ne fut promulgué, en définitive, que pour détourner la curiosité du Congrès et de la presse. Majesty 12 était composé par Nelson Rockefeller, Alan Welch Dull, directeur de la centrale de renseignement, John Foster Dull, secrétaire d'État, Charles E. Wilson, secrétaire à la Défense, l'amiral Arthur W. Radford, président du comité interarmes des chefs d'état-major, J. Edgar Hoover, directeur du FBI-NDT, Bureau fédéral d'investigation, 6 membres clés du comité exécutif du Conseil des relations étrangères, surnommés les Mages, 6 hommes du comité exécutif du groupe Jason, et le professeur Edward Tele NDT, père de la bombache et directeur du laboratoire de Livermore. Aux USA, spécialisé dans l'étude des radiations. Page 14. Le groupe Jason est un groupe scientifique secret créé au moment du projet Manhattan, et administré par la Miltre Corporation. Le cœur du Conseil de Relations étrangères recrute ses membres parmi les anciens de Harvard et de Yale qui étaient censés avoir passé l'initiation des Skull and Bones et Scroll and K du temps où ils fréquentaient ces universités. Les mages sont des membres clés du Conseil des Relations étrangères, et sont aussi membres d'un ordre secret de la quête connu sous le nom de Société Jason. Majesty 12 est composé de 19 membres.
La première règle de Majesty 12 était qu'aucun ordre ne pouvait être donné, et qu'aucune décision ne pouvait être prise sans un vote majoritaire de ses 12 plus hauts personnages, donc majorité 12. Les ordres édictés par Majesty 12 sont devenus connus en tant que directives de majorité 12. Le groupe se composait donc, au fil des années, d'officiers haut gradés, de directeurs et hauts fonctionnaires du Conseil des Relations étrangères, et s'accrut plus tard de membres de la Commission trilatérale. Parmi eux se trouvaient Georges Dehan, George Bush et Zbigniew Brzezinski. Au nombre des mages les plus importants et les plus influents, on comptait John McCloy, Robert Levet, Avril Harriman, Charles Bolland, Georges Kennan et Dehan Acheson, dont les politiques allaient se poursuivre jusque vers la fin des années 70. Il est intéressant de noter que le président Eisenhower, de même que les 6 premiers membres de Majesty 12 issus du gouvernement, était aussi membre du Conseil des Relations étrangères. Ceci a donné le contrôle de l'un des groupes les plus secrets et les plus puissants dans le gouvernement à un club d'intérêt spécial, qui était lui-même contrôlé par les Illuminati. Des recherches approfondies permettront bientôt de découvrir que tous les mages n'étaient pas à Harvard ou à Yale, et que tous n'étaient pas choisis pour avoir été membres du Skull and Bones ou du Scroll and Key durant leurs années à l'université. Vous pourrez effacer rapidement ce mystère en obtenant le livre intitulé De Wisement écrit par Isaac et Evan Thomas, chez Simon et Schuster, New York. Sous l'illustration 9 au centre du livre, vous trouverez la légende, Levet, avec l'unité de Yale, en haut à droite, et sur la plage, son initiation au Skull and Bones, s'est faite sur une base aérienne près de Dunkerque. J'ai découvert que les membres étaient choisis sur une base actuelle par invitation basée sur le mérite post-universitaire, et n'étaient pas exclusivement des membres de Harvard ou de Yale. À cause de cela, une liste complète des membres du Skull and Bones ne pourra jamais être obtenue des catalogues d'adresses du quartier universitaire de Russell Trust, aussi connu sous le nom de Confrérie de la Mort, ou du Skull and Bones. Maintenant vous savez pourquoi il a été impossible de répertorier les membres, que ce soit par nombre ou par nom. Je crois que la réponse J, cachée dans les fichiers du Conseil des Relations étrangères, si ces fichiers existent. Quelques personnes choisies furent plus tard initiées dans la branche secrète de l'ordre de la quête, connue comme Société Jason. Ces personnes sont membres du Conseil des Relations étrangères, et à l'époque étaient connues sous le nom d'Establishment de la Côte. Ceci devrait vous donner une bonne idée de la sérieuse influence que peuvent avoir les associations universitaires occultes. La Société Jason se porte encore très bien de nos jours, mais elle compte aujourd'hui des membres de la Commission trilatérale. Cette commission existait bien avant d'être rendue publique en 1973. Le nom de cette commission vient de l'insigne extrané inconnu, comme étant l'insigne trilatéral. Majesty 12 a aussi survécu jusqu'à aujourd'hui. Sous Eisenhower et Kennedy, cette section fut appelée à tort, le comité 5412 ou, plus exactement, le groupe spécial. Sous l'administration Johnson, elle devint le comité 303, pour échapper aux allusions compromettantes, dont la dénomination 5412 avait été la cible dans un livre intitulé Le gouvernement secret. L'auteur de ce livre avait effectivement été mis au courant du décret NSC 5412-1, mais cette fuite n'était qu'une habile manœuvre de diversion pour encore mieux dissimuler l'existence du décret 5410. Sous les gouvernements Nixon, Ford et Carter, le comité porta le numéro 40 et, sous celui de Reagan, le numéro pi, 40. Durant toutes ces années, seule l'appellation de cette section a changé. Dès 1955, il devint évident que les aliénigènes avaient abusé de la confiance d'Eisenhower et ne respectaient pas leurs traités. On fit la macabre découverte, à travers tout le territoire américain, de cadavres mutilés non seulement d'animaux mais aussi d'êtres humains. On se mit alors à fomenter de sérieux doutes sur l'intégralité des listes que les aliénigènes s'étaient engagés à soumettre à Majesty 12, et on suspecta le fait que tous les kidnappés n'étaient pas libérés. L'URSS fut soupçonnée d'avoir engagé des relations avec les aliénigènes, et cela s'est révélé être vrai. Les aliénigènes ont déclaré qu'ils auraient exercé et qu'ils continuaient à exercer un contrôle sur les masses par le biais de sociétés secrètes, ainsi que par le truchement de la page 15. Sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et de la religion. Vous devez comprendre que ces déclarations pourraient aussi être une manipulation. En guise de représailles, l'aviation militaire s'engagea dans de nombreux combats aériens, mais elle dut baisser pavillon devant la supériorité des extraterrestres. En novembre 1955, le décret NSC 5412-2 établit un comité d'études ayant pour tâche d'explorer tous les facteurs pouvant contribuer à l'élaboration et à la réalisation des politiques étrangères à l'ère nucléaire. C'était seulement un nuage de fumée destiné à couvrir le réel sujet d'étude, la question extraterrestre. Par un autre décret-loi secret, le NSC 5511-il, promulgué en 1954, le président Eisenhower avait ordonné à ce groupe d'examiner tous les faits, les évidences, les mensonges et les tromperies relativement aux aliénigènes, afin d'en dégager la vérité. Le NSC 5412-2 n'était qu'une façade devenue nécessaire pour dévier l'attention des journalistes,
qui commençait à s'enquérir du but de ces réunions où se regroupaient tant de personnalités politiques aussi importantes. Les premières rencontres eurent lieu en 1954, et furent appelées les rencontres Quantico, car elles furent tenues à la base navale de Quantico, en Virginie. Le groupe d'études réunissait 35 membres du Conseil des Relations étrangères, tous du groupe d'études secret. Le professeur Édouard Télé fut invité à y participer. Durant les 18 premiers mois, le professeur Zbigniew Brzezinski tint le rôle de président d'études, et fut remplacé par le professeur Henry Kissinger, pendant une égale durée à partir de novembre 1955. Nelson Rockefeller y fit de fréquentes visites pendant les sessions d'études. Les membres du groupe d'études: Gordon Dehan, président professeur Henry Kissinger, directeur d'études professeur Zbigniew Brzezinski, directeur d'études professeur Édouard Télé, Frank Altshuler et Magie, général. Richard Selinsey, Hamilton Fish Armstrong dans son W. Baldwin et Magie, général. James McCormack, Jr. Lloyd 5 Berkney, Robert R. Bovey, Frank Senach, George Bundy, Paula Schnitzel, William, à Monsieur Durdan, Charles Pénois, John C. Campbell, Frank Pass, Jr. Thomas Keffin était James A. Perkin, George S. Franklin, Jr. Donc apprécié. Rabbi David Rockefeller, Roswell, Al Gilpatrick, Oscar, Monsieur Ruel Bozen, à l'habit lieutenant, général. James Monsieur Gavin, général. Walter Del Smith, Caril Peasquin, Henry de Wolf Smith, James T. Jr. Shell Doren, Joseph Johnson, Carolel Wilson, Mervingy, Kelly, Arnold Wolfe. Les rencontres de la seconde phase eurent aussi lieu à la base navale de Quantico, en Virginie, et le groupe d'études devint connu sous le nom de Quantico II. Nelson Rockefeller s'était fait bâtir une retraite, quelque part dans le Maryland, dans un endroit accessible uniquement par avion, de sorte que Majesty 12 et le comité d'études n'y soient pas importunés par les regards inquisiteurs de la presse et du public. Ce pavillon de campagne, de son nom de code Country Club, en plus d'offrir le gîte et le couvert, était doté d'une bibliothèque, de salles de réunion et d'installations récréatives. L'Institut Aspen n'est pas le Country Club. Le groupe d'études fut publiquement dissous vers la fin de 1956, et Henry Kissinger publia, l'année suivante, un compte-rendu officiel des sessions sous le titre Armes nucléaires et politique étrangère, édité par Harper à New York pour le compte du Conseil des Relations étrangères, en 1957. En vérité, Kissinger en avait déjà rédigé 80% à l'époque où il étudiait à Harvard. Ainsi le comité d'études pouvait poursuivre ses réunions en secret. Les commentaires de l'épouse et des amis de Kissinger sont révélateurs du caractère sérieux qu'il attachait à ces rencontres. Ceux-ci relatent qu'il quittait la maison très tôt le matin et n'y revenait qu'à la nuit. Page 16. Tombé. Devenu anormalement taciturne, il ne répondait plus à personne, comme s'il vivait dans un monde à part, dont les autres étaient inconditionnellement exclus. Les révélations faites au cours des sessions d'études sur la présence des aliénigènes, et leurs agissements avaient dû l'ébranler sérieusement, pour qu'il manifestât subitement un tel revirement d'attitude, autrement inexplicable puisqu'il ne sera jamais plus affecté de cette manière durant le reste de sa carrière, et ce peu importe la gravité des événements auxquels il sera confronté. Il lui arrivait souvent, en outre, malgré une journée de travail déjà bien remplie, de prolonger ses activités très tard dans la nuit. Inévitablement, ce mode de vie le conduisit au divorce. Un des résultats majeurs des travaux du comité fut de conclure à l'absolue nécessité de ne pas mettre la population au courant de la présence extranéenne, car le groupe estima qu'il en résulterait à coup sûr un effondrement de l'économie, autant que des structures religieuses, ainsi qu'un déferlement de panique, tel que la nation risquerait de tomber dans l'anarchie. Aussi fallait-il absolument en préserver le secret, et ce non seulement à l'égard du public en général mais aussi face au Congrès. On allait donc devoir trouver des fonds ailleurs que dans le gouvernement pour subventionner les projets de recherche. Or, on avait déjà obtenu la garantie qu'il serait assuré, d'une part, par le biais des crédits de l'armée et, d'autre part, au moyen de fonds confidentiels de la CIA non affectés à son budget. La décision du groupe d'études d'occulter le problème avait été motivée par la découverte effarante que les aliénigènes utilisaient des êtres humains et des animaux pour en extraire les sécrétions glandulaires et hormonales, les enzymes et le sang et qu'ils les utilisaient probablement pour des expériences génétiques. Les aliénigènes expliquaient que ces actions étaient nécessaires pour leur survie. Ils disaient que leur structure génétique s'était détériorée et qu'ils n'avaient plus la faculté de se reproduire. Ils disaient que s'ils s'avéraient incapables d'améliorer leur structure génétique, leur race cesserait bientôt littéralement d'exister. Leurs explications ont été écoutées avec une suspicion extrême, mais, comme nos armes s'étaient montrées inutiles contre les aliénigènes, Majesty 12 jugea néanmoins préférable de continuer à entretenir des relations diplomatiques amicales avec ces imposteurs, du moins jusqu'au temps où nous serions technologiquement de taille à leur imposer le respect. En outre, il vaudrait mieux, pour la survie de l'humanité, joindre nos forces à celles de nations, à commencer par l'URSS. Par ailleurs, on avait déjà entrepris un double programme d'armement, à la fois conventionnel et nucléaire, dans l'espoir de pouvoir un jour traiter sur un pied d'égalité avec les aliénigènes.
Ces recherches constituèrent les projets Joshua et Excalibur. Le premier concernait une arme capturée chez les Allemands et capable, à cette époque, de faire éclater un blindage de 20 cm d'épaisseur à une distance de 3 km. Ce dispositif émettait des pulsations sonores à très basse fréquence, et on présuma qu'il pourrait se montrer efficace contre les astronefs extranéens et leurs armes à faisceau. Excalibur, de son côté, consistait en une ogive d'une mégatonne transportée par un missile téléguidé, pouvant s'élever à près de 10 000 mètres d'altitude relative, atteindre une cible définie sans dévier de plus de 50 mètres, et s'enfoncer à 1000 mètres dans un sol tassé, et dur comme le tuf calcaire, que l'on retrouve au Nouveau-Mexique. Là où sont enfouies les bases extranéennes, Joshua fut développé avec succès mais, à ma connaissance, jamais utilisé. Excalibur, pour sa part, a été négligé jusqu'à tout récemment, alors que des efforts sans précédent lui sont maintenant consacrés. On dirait au public qu'Excalibur serait nécessaire pour prendre les postes de commandement souterrain du RSS. Point. Nous savons que cela n'est pas vrai, car une règle de guerre est qu'on n'essaie jamais de détruire les dirigeants. Ils sont utiles, soit pour une reddition inconditionnelle, soit pour négocier des traités. Ils sont aussi nécessaires pour assurer une transition pacifique du pouvoir, et l'acquiescement de la population au terme des traités négociés ou édictés. À partir des doutes qu'avaient suscité les activités illicites des aliénigènes, et redoutant une manipulation de leur part, une minutieuse investigation fut ordonnée à l'égard du secret qui entourait les événements survenus au début du siècle à Fatima. Les États-Unis ont utilisé leurs espions au Vatican, et obtinrent assez vite toute l'étude du Vatican qui incluait la prophétie. Cette prophétie affirmait que, si l'humanité ne se détournait pas du péché pour se placer sous l'égide du Christ, elle finirait par se détruire après avoir provoqué les événements apocalyptiques décrits par Jean dans son livre des Révélations. La prophétie demandait à ce que la Russie soit consacrée au Sacré-Cœur. La prophétie annonçait aussi la naissance d'un enfant qui rallierait tous les peuples à l'idée d'une paix mondiale, mais jetterait les fondements d'une fausse religion. La plupart des gens discerneraient toutefois le mal dans les intentions de cet homme, et reconnaîtraient bientôt dans sa personne l'identité de l'Antéchrist. La Troisième Guerre mondiale éclaterait au Moyen-Orient. Page 17. Avec l'invasion de l'État d'Israël par une nation des États arabes unis. Celle-ci utiliserait d'abord des armes conventionnelles, mais déclencherait finalement un holocauste nucléaire. Toute vie sur Terre serait condamnée à d'horribles souffrances, qui ne sauraient se terminer que dans la mort. La prophétie s'achève néanmoins sur une note optimiste en annonçant le retour du Christ. Lorsqu'on eut soumis ces prédictions aux aliénigènes, ceux-ci en confirmèrent la véracité. Les aliénigènes prétendirent, en outre, avoir créé l'espèce humaine par croisement génétique, et l'avoir manipulée par le biais de la religion, du satanisme, de la sorcellerie, de la magie et du spiritisme. Ils expliquèrent plus tard qu'ils étaient capables de voyager dans le temps, et que ces événements auraient vraiment lieu si les conditions NDT de la prophétie n'étaient pas remplies. Plus tard, en utilisant la technologie extranéenne, les USA et l'URSS ont pratiqué le voyage dans le temps, dans un projet appelé Redbov, ce qui leur a permis de voir la prophétie se confirmer. Les aliénigènes montrèrent un hologramme censé représenter la véritable scène de la crucifixion de Jésus. Le gouvernement a filmé l'hologramme. Nous ne savions pas si nous pouvions les croire. Cherchait-il simplement à nous manipuler à travers nos religions, alors même que notre foi était authentique, ou bien avait-il vraiment inventé nos religions comme moyen de nous manipuler depuis toujours, par le biais de nos croyances? D'autre part, en 1957 fut tenu un symposium réunissant les plus grands esprits scientifiques du moment. Ceux-ci arrivèrent à la conclusion que, vers l'an 2000, en raison de l'accroissement de la population et à cause de l'exploitation de l'environnement, notre planète ne pourrait éviter la destruction sans une intervention divine ou extranéenne. Le président Eisenhower émit un décret-loi secret ordonnant à la société Jason d'étudier ce scénario, et de lui soumettre ses recommandations. Ces recherches ne purent que confirmer la conclusion des hommes de science. En guise de recommandation, la commission Jason présenta 3 solutions alternatives appelées solution 1,2 et 3. Solution 1, percer la stratosphère en y pratiquant, au moyen d'explosions nucléaires, d'immenses brèches à travers lesquelles la chaleur et la pollution pourraient s'échapper dans l'espace. Il faudrait éduquer les mentalités à moins exploiter l'environnement, et à davantage le protéger. Des 3 solutions, c'était la moins susceptible de réussir, d'une part, en raison des tendances inhérentes de la nature humaine et, d'autre part, à cause des dommages supplémentaires que des explosions nucléaires ajouteraient à l'environnement. L'existence d'un trou dans la couche d'ozone pourrait indiquer le fait que la solution 1 pourrait avoir été essayée. Ceci n'est en tout cas qu'une conjecture. Solution 2, construire un vaste réseau souterrain de villes et de corridors dans lequel une élite de toutes les cultures, et de toutes les sphères d'activité, serait appelée à survivre pour perpétuer l'espèce humaine. Quant au reste de l'humanité, elle serait laissée à elle-même à la surface du globe. Nous savons que ces installations ont été construites et sont prêtes, et en attendent des quelques personnes à choisir.
Solution 3, exploiter la technologie planétaire, et extranéenne afin qu'un petit nombre d'élus puissent quitter la Terre, et aller fonder des colonies ailleurs dans le cosmos. Je ne saurais confirmer ou infirmer la possibilité que des contingents d'esclaves NDT, appelés marchandises aient déjà été expédiés, dans le cadre de ce projet, en qualité de main-d'œuvre. La destination première est la Lune, de son nom de code Adam, et la seconde est Mars, de son nom de code Eve. J'ai maintenant en ma possession des photographies officielles de la NASA de l'une des bases lunaires. Je pense que la colonie sur Mars est aussi une réalité. Dans le but d'en retarder l'exécution, les 3 solutions furent accrues d'un programme de contrôle des naissances, incluant la stérilisation, et de propagation de microbes mortels en vue de ralentir l'accroissement de la population. Le sida ne représente qu'un des résultats de ce plan. Il a été décidé par l'élite que puisque la population devait être réduite et contrôlée, il serait du plus grand intérêt de la race humaine de se débarrasser des éléments indésirables de la société. Les cibles spécifiques de population étaient les Noirs, les Hispaniques et les homosexuels. Les gouvernements américains et soviétiques ont rejeté la première solution, mais ont conjointement ordonné d'entreprendre la réalisation des solutions 2 et 3 à peu près en même temps. Page 18. En 1959, la société commerciale RAND organisa un symposium sur les constructions souterraines à grande profondeur. Le prospectus contenait des photographies et des descriptions de machines pouvant creuser des tunnels de 8 mètres de diamètre à raison de 1,5 mètre par heure. Ces immenses corridors conduisaient à de gigantesques voûtes souterraines, qui semblaient abriter des installations, domestiques et vraisemblablement des villes. De toute évidence, l'industrie de la construction souterraine avait accompli des progrès significatifs depuis ses débuts 5 ans auparavant. Les dirigeants comprirent qu'un des meilleurs moyens de financer les projets clandestins reliés aux aliénigènes consistait à accaparer le marché noir des stupéfiants. Les Anglais et les Français avaient établi un précédent historique, lorsqu'ils avaient exploité le marché de l'opium en Extrême-Orient, et qu'ils l'avaient utilisé pour remplir leurs coffres, et gagner un solide pied-à-terre en Chine, et au Vietnam respectivement. À cet effet, on approcha un jeune et ambitieux membre du Conseil des Relations étrangères nommé George Bush, qui était alors président-directeur général de la société pétrolière Texan Zapata, laquelle procédait à des expérimentations techniques en haute mer. Or, les plateformes de forage pourraient très bien servir, estimèrent-ils avec raison, à opérer le trafic de la drogue. Il suffisait, en effet, de charger la contrebande à bord de chalutiers, qui la transporteraient depuis l'Amérique du Sud jusqu'aux plateformes de forage. De là, il ne restait plus qu'à l'acheminer vers le continent en empruntant la navette de ravitaillement du personnel régulier, dont la cargaison n'est pas soumise à l'inspection des douanes, ni à la surveillance de la garde côtière. George Bush accepta de collaborer à l'opération avec la CIA. Ce stratagème dépassa si bien les prévisions qu'il est ensuite devenu pratique courante dans le monde entier, quoiqu'il existe maintenant beaucoup d'autres méthodes pour introduire des drogues illégales dans un pays. Il faudra donc toujours se souvenir de George Bush, comme ayant fait partie des promoteurs de la vente de stupéfiants à nos enfants. De nos jours, la CIA contrôle mondialement le marché noir de la drogue. C'est le président Kennedy qui a lancé le programme spatial officiel quand, dans son discours inaugural, il a confié aux États-Unis le mandat d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Malgré l'honnêteté de ses intentions, ce mandat permit néanmoins aux responsables de couler des sommes gigantesques vers les projets clandestins tout en détournant le peuple américain du véritable programme spatial. L'Union soviétique élabora un plan similaire, qui visait le même objectif. Car, en réalité, au moment même où Kennedy s'adressait à la nation, les deux superpuissances, de concert avec les aliénigènes, avaient déjà installé une base conjointe sur la Lune. Le 22 mai 1962, une sonde spatiale atterrit sur Mars, et confirma que l'environnement y était propice à la vie. Il n'en fallait pas davantage, pour qu'on s'y rendît et aussitôt fonder une colonie. Je pense qu'il s'y trouve aujourd'hui des villes peuplées d'individus spécialement sélectionnés pour leurs compétences particulières, et provenant de toutes les cultures de la Terre. Si l'Union soviétique et les États-Unis, durant toutes ces années, affichaient publiquement des politiques soi-disant antagonistes, c'était simplement pour avoir le loisir de financer des projets de ce genre au nom de la défense nationale, puisque, au fond, ce sont les plus grands alliés du monde. Dans une certaine mesure, le président Kennedy découvrit des bribes de vérité au sujet des drogues et des aliénigènes. C'est pourquoi, en 1963, il posa un ultimatum à Majesty 12, leur enjoignant de faire place nette, sans quoi il se chargerait lui-même de faire le ménage dans le marché des stupéfiants. De plus, il informa Majesty 12 de son intention de révéler l'existence des aliénigènes à toute la nation l'année suivante. Il leur ordonna donc de préparer un plan de divulgation conformément à cette décision. Or, Kennedy ne faisait pas partie du Conseil des Relations étrangères. Aussi ne savait-il rien des solutions 2 et 3, bien que quelques personnes aient clamé que JFK était un membre du Conseil des Relations étrangères, je n'ai pu trouver aucune liste légitime où son nom est cité. Au niveau international, les opérations secrètes étaient gérées par un comité de l'élite Bilderberg connu sous le nom de Comité des politiques.
Aux États-Unis, ce comité était supervisé par le comité exécutif du Conseil des Relations étrangères et en URSS, par une organisation homologue. La décision du président Kennedy fit l'effet d'une pierre jetée dans un nid de frelons. Son assassinat fut aussitôt décrété par le comité des politiques, puis l'ordre en fut transmis aux agents postés à Dallas. Le président John F. Kennedy a été assassiné par l'agent des services secrets, qui conduisait sa voiture dans le cortège, et l'acte est pleinement visible dans le film Zapruder. Regardez le conducteur et non pas Kennedy quand. Page 19. Vous voyez le film. Tous les témoins oculaires qui se trouvaient, et à proximité de la voiture présidentielle, ont très bien vu William Gray tirer sur Kennedy, mais tous ceux parmi eux qui ont cru bon en parler aux autorités, ont subi le même sort que Kennedy dans les 2 années qui suivirent son meurtre. Rien d'étonnant, du reste, à ce que la commission Warren n'ait abouti à aucun résultat concluant, puisque la majorité de ces sièges étaient occupés par des membres du Conseil des Relations étrangères. Par ailleurs, elle a fort bien réussi à obnubiler le peuple américain. Quant aux citoyens qui ont osé, entre-temps, lever le voile sur le mystère extranéen, ils ont connu la même fin tragique. À l'heure actuelle, plus de 200 témoins matériels, ou personnes impliquées dans l'assassinat sont mortes. La probabilité que toutes ces personnes soient mortes au hasard est si faible que personne n'a été capable de la calculer. La probabilité pour que les 18 premiers témoins soient morts dans les 2 ans suivant l'assassinat a été calculée à une chance contre 100 000 milliers de milliards. Vous pouvez commander une copie du film en envoyant $30 plus $4 de frais d'envoi à William Cope, 19 744 Beach BLVD, suite 301, Huntington Beach, Californie à 92 648. En décembre 1988, j'ai eu une conversation téléphonique pendant laquelle j'ai dit à John Lear ce que j'avais vu dans la marine concernant l'assassinat de Kennedy. Je lui ai dit que les documents top secrets disaient que l'acte était pleinement visible dans un film pris dans le public. J'ai dit que j'avais vu un film qui montrait Gray tirer sur JFK, il y a 16 ans de cela, mais que je n'en avais trouvé aucune copie depuis. J'ai été choqué et très plaisamment surpris lorsque John m'a demandé « Voudrais-tu le voir ?» Moi, bien sûr, et je répondu par l'affirmative. Alors John nous a invités, Annie et moi, à venir chez lui à Las Vegas. Nous sommes restés 4 jours chez John. Non seulement il m'a montré le film, mais il m'en a donné une copie vidéo. J'ai montré cette vidéo à chaque fois que j'ai parlé à un groupe de personnes. Ce film est intitulé Dallas revisité. John m'a dit qu'il l'avait obtenu par une connaissance à la CIA, dont il ne devait pas livrer le nom. J'ai plus tard découvert que l'auteur de cette version du film Zapruder à la rançon. John Lear montrait ce film à chaque meeting qu'il dirigeait. Peu après que Lear m'ait donné une copie du film, la rançon m'a appelé et demandé s'il pouvait faire un saut chez moi à Fullerton en Californie. Je lui ai dit qu'il le pouvait, et lui ai demandé de m'apporter une meilleure copie du film s'il en avait une. Lear m'a dit qu'il le ferait. Il m'a aussi dit qu'il m'apporterait un film à page 20. Propos d'un homme appelé Bo Gritz, dont je n'avais jamais entendu parler. Monsieur Hanson m'a informé qu'il avait copié ce document en vidéo pour Bo Gritz et John Lear, et que tous deux l'utilisaient dans leurs conférences. J'ai plus tard découvert que Bo Gritz vendait la bande à $10 NDT, environ 50 F la copie. Lear vint chez moi, apportait les films sur bande vidéo, et nous avons discuté pendant 1 heure environ. Son objectif principal était de me dire qu'il voulait que je montre le film aux gens, mais qu'il ne voulait pas que je le mette en relation avec le film de quelque manière que ce soit. J'ai accepté de ne pas divulguer ma source et je me suis tu. J'ai commencé à utiliser la bande lors de mes conférences. Quand j'ai découvert que Bo Gritz la faisait circuler librement, j'ai cédé à la pression du public, et je l'ai aussi fait librement circuler. Plus tard, j'ai lu dans un des journaux de Los Angeles, dont j'ai oublié le nom, que la rançon disait qu'il ne savait pas que je possédais le film et qu'il ne savait pas que je le diffusais lors de mes conférences. Hanson disait dans cet article qu'il était présent à ma grande conférence d'Hollywood, le 5 novembre 1989, et qu'il avait essayé de contester mes propos lors de cette conférence, au moment de la partie questions-réponses, mais qu'on ne lui avait accordé aucun droit de parole. Nous avions enregistré l'événement sur bande vidéo, et à la fin j'ai demandé aux gens ayant des questions ou des commentaires d'aller vers le micro que nous avions placé dans l'allée. J'ai bien examiné chaque recoin de cet enregistrement, et la rançon ne s'est jamais levée de son siège, ni même jamais redressé, ni essayé d'une quelque autre manière de se manifester. Lear m'a rappelé plus tard et m'a demandé de ne plus utiliser sa voix sur la bande, sa voix qui disait sans hésitation et sans réserve aucune, pendant qu'il narrait la bande vidéo, le conducteur de la voiture tourne avec son bras gauche au-dessus de son épaule et fait feu avec un pistolet. Vous voyez le 45 automatique, arme automatique plate recouverte de nickel de calibre 45 qu'il tient dans sa main gauche. Il faisait feu par-dessus son épaule droite, vous le voyez clairement. Vous voyez sa tête s'orienter à l'arrière vers le président. Dans ce gros plan vous voyez que l'impact le repousse violemment vers l'arrière contre le dos de son siège. Vous voyez Madame Kennedy envahie par un sentiment de terreur. Puis,
Plus loin dans le film, la rançon dit, vous pouvez clairement voir ça, au conducteur, tête tournée et son bras, et l'arme qu'il tient au bout, visée par-dessus son épaule droite. J'ai accepté de ne plus utiliser sa voix. Dans mes conférences suivantes, j'ai montré l'enregistrement sans bande audio. Il s'est avéré que les gens le voyaient beaucoup mieux sans narration. Il est important que vous compreniez bien ce qui précède, car vers la fin de l'été 1990, après que j'ai montré le film pendant plus d'1 an et demi, la rançon a commencé à se montrer à la radio, proclamant que Gray, le conducteur, n'avait pas tiré sur le président. La rançon s'est montré à ma conférence, en raillant de forte voix et en se faisant passer pour un âne. Quand la conférence s'est terminée, il a abordé les gens dans la foulée, de concert avec David Lifton, a essayé de les convaincre qu'ils n'avaient pas vraiment vu Gray tirer sur Kennedy. Pour leur déconfiture, la plupart des gens dirent à Hanson et Lifton d'aller se faire voir ailleurs. Une fois que les gens l'ont vu de leurs propres yeux, ils ne peuvent plus être dupés. Hanson, Lifton, Gredin, et les autres agents du gouvernement secret n'en ont plus pour longtemps. Les Américains ont compris l'arnaque. J'ai des frissons rien qu'à penser à ce qui arrivera à ces gens, lorsque les Américains finiront par se mettre en colère. N'oubliez pas que Lear m'a informé que sa source pour le film était un agent de la CIA qui s'était révélé être plus tard, la rançon. Hanson a plus tard clamé que j'avais violé son copyright. Il n'avait aucun copyright. Hanson lui-même avait violé le copyright de quelqu'un en faisant cette vidéo et en la donnant à Lear, Gritz et moi, je n'avais toujours aucune considération à propos du copyright de ce film en particulier. Si je l'avais fait, personne ne saurait jamais qui a réellement tué notre président. Bo Gritz a déclaré à la radio qu'il avait exactement le même sentiment. Hanson n'a jamais attaqué Lear ou Gritz, qui montre toujours la bande, et Gritz continue à la faire circuler. Je me demande pourquoi, est-ce que Lear, Hanson et Gritz travaillent ensemble? Robert Gredin est alors entré en scène. Il m'a publiquement mis au défi de débattre avec lui. Il a proclamé avoir une copie du film Zapruder démontrant que Gray n'avait jamais enlevé ses mains du volant de la voiture. Gredin est un agent actif du gouvernement secret, dont le travail est de noyer le public dans la confusion, et de perpétuer le nuage de brouillard. Page 21. J'ai appelé Bob Gredin et accepté son défi. Je l'ai invité à se montrer avec moi en public au collège de Beverly Hills et de projeter son film. Il projetterait son film et l'audience déciderait. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il savait que je savais que l'audience le jurait. Gredin sait que Gray a tiré sur Kennedy, parce qu'il fait partie du système de couverture de la vérité. Bob Gredin est ce même Bob Gredin, qui prétend être le premier expert indépendant en interprétation photographique. Bob Gredin n'a aucune éducation photographique quelle qu'elle soit. Il n'a jamais travaillé dans la photographie. Bob Gredin n'a jamais, de sa vie, été un interpréteur photographique. Il a menti au public à propos de ses références pendant toutes ces années et personne ne les a même jamais vérifiées, même le Congrès lorsqu'il l'a engagé. Pensez-vous vraiment que cela soit accidentel? Par contre, j'ai un diplôme de photographie. Bob Gredin est ce même Bob Gredin, qui a été engagé par le comité sur les assassinats de House Select en 1976. C'est le même Bob Gredin qui a menti de manière flagrante au comité, et lui a dit que le conducteur, William Gray, n'a jamais enlevé ses mains du volant. Son métier est d'écrire des livres, et de vous plonger dans la confusion. Son métier est de maintenir la position selon laquelle le gouvernement a menti et qu'il y avait une conspiration. Son métier est aussi de vous empêcher de connaître la vérité à propos de celui qui a tué le président. Vous ne pouvez pas accepter le nouvel ordre mondial, si vous avez foi en votre gouvernement, et vous aurez confiance en votre gouvernement, si vous apprenez que Gray a tué Kennedy sur les ordres des Illuminati, et que cela n'a rien à voir avec le gouvernement constitutionnel légal. Saviez-vous que l'homme qui était responsable du service secret à l'époque de l'assassinat, est devenu l'homme responsable de la sécurité de la famille Rockefeller jusqu'à sa retraite? Eh bien, maintenant vous le savez. Vous devriez aussi savoir que Bob Gredin est un ami de Leslie Watkin, et c'est le nom de Bob Gredin que Watkin utilise comme pseudonyme de l'astronaute cité dans Solution 3. Saviez-vous que lorsque Ricky White a fait son apparition dans les débats radiophoniques à travers le pays pour dire que son père avait tué Kennedy, Bob Gredin l'accompagnait? Saviez-vous qu'à chaque fois qu'un auditeur appelait Ricky White pour lui poser une question, c'est Gredin qui répondait à sa place? Pensez-vous vraiment que cela soit une coïncidence? Le père de Ricky White n'a pas tué Kennedy. Pendant des années, j'ai parlé aux gens et lors des audiences des divergences entre les rapports des docteurs de Dallas et du rapport d'autopsie fait à l'hôpital de la marine de Bethesda, j'ai montré que les blessures avaient été falsifiées et modifiées. J'ai dit au monde entier que le corps avait été enlevé de son cercueil à bord de l'avion, et avait été enlevé hors du placard dans un hélicoptère de la marine, et qu'il était arrivé à l'hôpital de la marine de Bethesda, une bonne trentaine de minutes avant le cercueil officiel vide. J'ai constaté que le cerveau du président avait disparu et j'ai expliqué pourquoi il avait disparu. Très soudainement, David Lifton fit son apparition à la radio et à la télévision en 1990, en disant au monde qu'il avait de nouvelles preuves,
qu'il avait découverte lui-même. Sa nouvelle preuve était exactement dans les moindres détails, ce que j'avais dit aux gens pendant des années. C'était la même information que celle que j'avais donnée à Bob Swan en 1972. Lifton était venu à ma conférence au collège de Beverly Hills. Après avoir fait un scandale au bureau d'accueil, parce qu'il fallait payer l'entrée, Lifton a abordé quiconque s'aventurerait dans le couloir, et avec la rançon, a essayé de convaincre les gens qu'il n'avait pas vu Gray tirer sur Kennedy. Des personnes légitimes n'auraient jamais agi d'une manière aussi disgracieuse et discréditante. Mon témoignage et l'outrage du public après avoir vu le meurtre du président Kennedy de ses propres yeux, a sérieusement endommagé la couverture. Le comportement de Gredin, Lifton, et aussi Anson en révèle le degré de détérioration. Le public peut maintenant voir sans l'ombre d'un doute que soit ils font partie de la couverture, ou bien qu'ils sont des chercheurs totalement incompétents, et dans le cas de Gredin, un menteur et honté qui pouvait avoir trahi. Au milieu de tout ceci, le TV magazine Hardcopy m'a appelé et voulait voir le film. Je leur ai montré le film et ils ont été choqués, et passionnés et en voulaient l'exclusivité. Je le leur ai donné mais je leur ai dit, que je doutais fort que cela soit jamais mis à l'antenne. Une date fut convenue pour la diffusion à l'écran, mais juste avant que nous ne passions le film, un attaché exécutif de NBC a appelé les studios de Hardcopy de Los Angeles, et leur a dit de ne pas diffuser le film. J'ai essayé de trouver le nom de cet attaché, mais je n'y suis pas arrivé. C'était la fin de l'affaire. Le producteur qui avait essayé de porter mon histoire à l'écran, et le film sur Kennedy ne travaille plus chez Hardcopy. Son nom est Bob P. Page 22. Un autre producteur, dont je ne me souviens plus le nom, d'un site d'édition, un autre TV magazine, m'a contacté, me disant que les Américains avaient besoin de voir le film. J'ai accepté d'aller au show, mais je lui ai répété la même chose, à savoir que je ne pensais pas que cela soit jamais porté à l'écran. Une semaine plus tard, j'écoutais David Lifton à un show par les radiodiffusés. Quelqu'un l'a appelé et lui a demandé s'il savait qui j'étais. David Lifton a répondu, « Je sais qui il est et nous avons une surprise pour Monsieur Copé. Nous allons le démasquer pour de bon dans un show d'une télévision nationale. Nous allons régler tous nos comptes avec cette personne. » J'ai fait appeler le producteur par quelqu'un pour annuler parce qu'il m'avait menti. Il a dit qu'il parlait en mon nom. J'ai demandé à travers cet intermédiaire à n'apparaître que si je pouvais avoir un contrôle éditorial, pour m'assurer qu'il ne ferait pas un montage de morceaux pour ridiculiser le film. Il a refusé, et j'ai alors su que son intention avait été dès le début de me discréditer. Quand le morceau a été diffusé, la rançon a été convié comme remplaçant, à ma place. Anson, l'homme qui m'avait attaqué, et affirmant que Gray n'avait pas tiré sur Kennedy. La raison en devenait évidente, puisqu'ils ont diffusé Bob Gredin à la séquence suivante. Gredin a ridiculisé et déboulonné Anson et le film. Ils avaient eu l'intention de me lâcher menu, mais lorsque j'ai annulé, ils ne pouvaient plus attaquer le film qu'avec Anson à ma place. Cela avait tout à fait l'apparence d'une opération de service de renseignement. Cela n'a pas marché. J'ai découvert l'étape suivante, lorsque Gredin a dit à la radio qu'il allait bientôt, enfin, diffuser une vidéo de sa soi-disant excellente copie du film Zapruder surexposé pour mettre les détails en lumière. La surexposition mettrait complètement en évidence le bras et l'arme de Gray, qui seraient tous deux en plein soleil, ce qui aurait pour effet de les rendre tous deux invisibles. J'espère que les gens ne sont pas aussi stupides que Gredin pense qu'ils le sont. Je discuterai avec quiconque et n'importe quand, tant que c'est en face d'une audience directe, et que rien n'est passé au montage. J'ai vu ce qu'un monteur de film peut faire pour faire paraître quelqu'un, dire et faire ce qu'il n'a jamais dit ni fait. Au début de l'ère spatiale et à l'époque des expéditions lunaires, les satellites habités étaient toujours escortés d'un astronef extranéen. Le 20 novembre 1990, la chaîne de télévision NDEG2 a annoncé qu'un objet de forme ronde, de couleur rouge rayonnante et séparé de la navette spatiale Atlantis, accompagnait cette dernière le long de sa dernière mission classifiée militaire. C'était la première reconnaissance publique de la chose. Les cosmonautes de la mission Apollo ont vu et même filmé la base lunaire surnommée Luna. Leur photographie officielle par la NASA nous révèle des structures en forme de dôme, de spirale, de larges structures circulaires qui ressemblent à des silos, de même que d'immenses véhicules miniers en forme de T, qui traçaient sur la surface de la Lune des marques semblables aux cicatrices que des points de suture laissent sur la peau. On y voit aussi divers types d'astronefs, les uns absolument gigantesques, d'autres beaucoup plus petits. Il s'agit de cette base américano-soviéto-alienigène dont nous avons parlé. Le programme spatial n'est donc qu'une blague excessivement coûteuse, et la solution 3 n'est pas de la science-fiction. Les astronautes des missions Apollo l'ont appris à leur corps défendant. Le choc qu'ils en ont éprouvé n'a pas été sans affecter leur vie, comme en témoigne leur comportement par la suite, sans compter qu'ils ont dû se soumettre à la dure réalité de la conspiration du silence, quand on leur ordonna de taire ce qu'ils avaient vu, sans quoi ils s'exposaient à la procédure expéditive.
Un des astronautes osa tout de même collaborer avec les producteurs britanniques de chez TV Expo de l'émission Solution 3 en corroborant plusieurs de leurs allégations lors d'un documentaire non fictif diffusé dans un programme intitulé Rapport scientifique. Les auteurs du livre intitulé Solution 003 parlent de cet astronaute en ayant soin de lui donner un pseudonyme, celui de Bob Grodin. Le véritable Bob Grodin est un ami de Leslie Watkin et fait partie de la couverture de l'assassinat de Kennedy. Il relate aussi que cet astronaute se serait suicidé en 1978. Or, je n'ai trouvé aucune source pour confirmer cette information. Je suis porté à croire que certains faits de ce livre sont de la véritable désinformation, suite à des pressions exercées sur les auteurs en vue d'empêcher l'impact qu'aurait pu susciter dans la population l'émission britannique. Les quartiers généraux de la conspiration internationale sont à Genève, en Suisse. Le corps dirigeant est constitué de 3 comités constitués de 13 membres chacun, et les 3 comités ensemble réunissent donc un total de 39 membres du comité exécutif du corps connu sous le nom de groupe Bilderberg. Le plus important et puissant des 3 comités est le comité des politiques. Il est des page 23. Plus intéressant de remarquer que les États-Unis avaient originellement 13 colonies, et que 39 délégués de ces colonies ont signé la Constitution après qu'elle ait été écrite et adoptée lors de la première convention constitutionnelle. Pensez-vous que cela soit un hasard? Les rencontres du comité des politiques ont lieu dans un sous-marin nucléaire sous la calotte glaciaire polaire. Un sous-marin soviétique et un sous-marin américain se rejoignent par un sas et la rencontre se déroule. Le secret est tel que c'était le seul moyen qui pourrait permettre à ces rencontres de ne pas être clandestinement surveillées. Quoi qu'il en soit, à ma connaissance et selon mes sources, le contenu de ce livre est fondé à 70%. Je pense que cette désinformation était un essai pour discréditer la télévision britannique TV Expo avec de l'information qui pourrait être prouvée comme étant fausse, tout comme on l'avait fait aux États-Unis, quand Eisenhower avait émis tout un document de directive pour mousser le plan d'urgence Majestic 12, alors que celui-ci n'était en définitive qu'un simulacre pour couvrir le vrai MJ12, et que là aussi la chose pouvait être prouvée comme étant fausse. Depuis que nous avons commencé à pactiser avec les alienígenes, nous avons acquis une technologie qui va bien au-delà de nos rêves les plus fous. Nous possédons et faisons voler actuellement au Nevada des engins de type antigravité alimentés à l'énergie nucléaire. Nos pilotes ont déjà fait des voyages interplanétaires dans ces engins et sont allés sur la Lune, Mars et d'autres planètes. On nous ment au sujet de la vraie nature de la Lune, des planètes Mars et Vénus, et de l'état réel de la technologie que nous possédons aujourd'hui, à ce moment même. Il existe des régions sur la Lune où se développe une vie végétale. Les plantes y changent de couleur avec les saisons, car il y a aussi des saisons sur la Lune, puisque la Lune ne nous présente pas toujours exactement la même face, comme on le pense généralement NDT, c'est le mouvement de précession de la Lune, qui la fait légèrement osciller sur elle-même, nous découvrons un peu plus des bords de sa face visible. Il y a aussi des lacs artificiels, ainsi que des étangs sur sa surface, et des nuages ont été observés et filmés dans son atmosphère. La pression atmosphérique lunaire étant beaucoup plus faible que sur la Terre, les cosmonautes doivent s'y adapter selon une technique de dépressurisation analogue à celle des plongeurs de profondeur. Cette pression est néanmoins suffisante pour qu'il ne leur soit pas nécessaire de revêtir une combinaison spatiale. Grâce au champ gravitationnel de la Lune, ils peuvent se maintenir à sa surface, munis simplement d'une bouteille d'oxygène comme des hommes grenouilles. J'ai personnellement des photographies officielles de la NASA à ce sujet. Quelques-unes sont publiées dans le livre de Fred Steckling intitulé « We Discovered Alien Base on the Moon » et dans ce modèle 6 on the Moon. En 1969, une confrontation eut lieu entre les Soviétiques et les Américains sur la base lunaire. Les Soviétiques ont essayé de prendre le contrôle de la base, et ont pris les scientifiques américains et le personnel en otage. Nous avons pu restaurer l'ordre après pas moins de 66 morts. Les Soviétiques ont suspendu leur programme pendant une période de 2 ans. Il y eut finalement réconciliation, et nous avons recommencé à agir ensemble. Aujourd'hui l'alliance continue. Le scénario de confrontation dans la base souterraine de la Mesa Archuleta est une pure désinformation élaborée pour rendre la situation encore plus confuse. Je savais qu'une confrontation avait eu lieu mais je ne m'en rappelais plus les détails. John Lear avait fini par me convaincre que les alienígenes et les forces Delta s'étaient battus à la base d'Archuleta. Le nouvel ordre mondial doit avoir un ennemi provenant d'outre-espace. Plus tard, j'ai pratiqué la régression hypnotique pour améliorer ma mémoire, et les véritables faits ont émergé. À ma connaissance, la seule hostilité qu'il y ait eu entre alienígènes et humains a été provoquée par les militaires américains, lorsqu'ils ont ordonné que l'on tire sur les OVNI pour capturer leur technologie. John Lear dit aussi que nous avons inventé le sida pour tuer les alienígènes suceurs de sang, et que nous ne sommes que des containers pour âmes. Ceci est foutaise. C'est clairement une prise de position pour la théorie selon laquelle les alienígènes n'existent pas. Quand le scandale du Watergate éclata, le président Nixon demeura confiant de s'en tirer sans accusation, car il ne s'estimait coupable d'aucune malversation.
Or, tel n'était pas le cas de Majesty 12. Dans les milieux du renseignement, on conjectura avec raison que, s'il devait y avoir procès, les enquêteurs, page 24, commenceraient par fouiller dans leurs dossiers compromettants, et finiraient par en étaler les terribles secrets sur la place publique. Ils ordonnèrent donc à Nixon de résigner son mandat. Son refus donna lieu au premier coup d'État à jamais, avoir été mené par des militaires américains contre leur propre président. L'état-major de la défense nationale émit un message ultra-secret à tous les officiers supérieurs des forces armées américaines dans le monde entier, disant ceci: dès réception du présent message, vous ne devrez plus exécuter aucun ordre émanant de la Maison-Blanche. Veuillez accuser réception. Ce message a été transmis un bonjour, avant que Nixon ne cède et n'annonce publiquement sa résignation. J'ai moi-même tenu en main ce message et, quand j'ai demandé à mon commandant ce qu'il comptait faire, sachant très bien que cet ordre violait la Constitution, il m'a répondu laconiquement: je pense bien que le mieux à faire est d'attendre de voir si la Maison-Blanche émettra des ordres, auquel cas j'aviserai. Je n'ai vu aucun communiqué de la Maison-Blanche, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'en ait pas envoyé. J'en ai eu confirmation par 3 autres sources, toutes ex-militaires, qui ont écrit ou appelé pour déclarer qu'ils avaient vu exactement le même ordre. Ces gens sont Randall Terpstra, ex de la Marine, David Rass, ex de l'armée de l'air, et Donald Campbell, ex de la Marine. La transcription d'une conversation téléphonique entre l'auteur et M. Terpstra est présentée à la fin de ce livret, et les déclarations signées des autres aussi. On dirait que, durant toutes les années où ces événements ont eu lieu, le Congrès et la nation américaine savaient d'instinct que quelque chose ne tournait pas rond dans les affaires de l'État. Aussi, quand le scandale du Watergate a fait irruption, tout le monde a emboîté le pas au mouvement de nettoyage qui semblait s'annoncer à l'égard des agences de renseignement. Le président Ford commanda une commission à Rockefeller pour faire enquête sur les activités des agences de renseignement. Voilà, du moins, à quoi les gens s'attendaient. Son but véritable était de barrer la route au Congrès, et de garder les activités bien cachées. Le président de cette commission était ce même Nelson Rockefeller, membre du Conseil des Relations étrangères, qui avait aidé Eisenhower à répartir les pouvoirs de Majesty 12. Il divulgua juste assez d'éléments pour garder la meute aux abois. Il lança quelques os aux membres du Congrès en prenant soin d'éliminer les plus gênants parmi ces derniers, et les conjurer en sortir intacts comme il l'avait toujours fait. Plus tard, ce fut au tour du sénateur Church de diriger les célèbres audiences qui portent son nom. Lui aussi membre éminent du Conseil des Relations étrangères, il ne fit que poursuivre la tactique de Rockefeller au profit de la conspiration. Quand l'affaire des contrebandiers de l'Iran a émergé, on crut bien, cette fois, que le chat sortirait du sac. Hélas, on nous fit encore mordre la poussière. En dépit des montagnes de documents, qui dénonçaient le trafic des stupéfiants, et autres horreurs du même genre, les conspirateurs réussirent à se faufiler allègrement. Comme mentionné auparavant, un des faits les plus sérieux qui ont été découverts, est que le Nord préparait un plan pour suspendre la constitution des USA. Point. Quand le sénateur au Congrès Jack Breux du Texas a essayé de sonder la situation, il a été ordonné au silence par le président du comité. Se pourrait-il que le Congrès connaisse toute la situation et ne veuille rien faire? Sont-ils de ceux qui sont sélectionnés pour aller dans la colonie sur Mars, quand la Terre commencera sa destruction, si la Terre est en train de se détruire? La CIA, la NSA et le Conseil des Relations étrangères contrôlent des monopoles financiers qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont érigé leur empire à même les cartels de la drogue et leurs entreprises de spéculation. Ils ont accumulé une fortune démesurée à partir de leurs activités illicites, et ils profitent maintenant, sous la protection même de la loi, de leur placement dans d'immenses réseaux de sociétés de gestion et d'institutions bancaires. Je ne les connais évidemment pas toutes, mais j'aimerais attirer votre attention sur l'entreprise bancaire J. Henry Schroeder, la compagnie Schroeder Trust, la Schroeder Ltd. À Londres, la société de gestion Hilbert WAGG Ltd., la J. Henry Schroeder WAGG et compagnie Ltd., la Schroeder Brüder et compagnie, en Allemagne, la Schroeder Münchmeyer Jangst et compagnie, la banque Castless et compagnie de gestion, la banque de développement asiatique, et les pieuvres de compagnie de gestion et de compagnie bancaire de Newfoundland. Un plan d'urgence a été élaboré par Majesty 12 à seule fin d'induire en erreur tous ceux qui tentaient de cerner la vérité. C'est ce plan qui porte le nom de Majesty TWLVE. Sa première opération consista à mandater Chandra effrayément de divulguer le soi-disant authentique document de directive d'Eisenhower. Mais ce document n'est qu'une fraude, et les grossières bavures dont il est rempli ne font que nous le confirmer. Par exemple, le décret présidentiel auquel il fait allusion porterait le numéro 092447. Or, ce numéro n'est pas près de figurer sur la véritable liste, puisque tous les décrets de l'administration sont numérotés. Page 25. À la suite, sans égard aux divers présidents qui les promulguent. Ainsi, les décrets signés par Truman figurent, pour la plupart, dans la série 9000, par Eisenhower dans la 10000, par Ford dans la 11000 et,
Quant à Reagan, il n'a guère dépassé le numéro 12 000. Depuis des années, ce plan a vraiment réussi à leurrer les chercheurs en les orientant sur de fausses pistes, et à leur faire dépenser temps et argent à prendre des vessies pour des lanternes. Le fonds de recherche en ovniologie basé à Washington DC, et dirigé par Bruce Maccabee, a commis ce que je crois être une fraude criminelle en relation avec le document de directive d'Eisenhower, Stanton Friedman, et l'équipe de recherche de Chandra et Friedman. Maccabee a sollicité des finances de la part du public, en promettant de les utiliser pour enquêter sur les déclarations de mort. Chandra et Friedman et prouvé que le document de directive d'Eisenhower est vrai ou faux. Au lieu de cela, il a donné les 16 000 $ récoltés en entier à Stanton Friedman, et lui a confié à lui la tâche de confirmer ou d'infirmer ses propres dires. Quel travail difficile. La communauté ovniologique a senti l'arnaque et attendu les découvertes de Stanton Friedman avec empressement. Bien sûr, Friedman a trouvé que ces documents étaient authentiques. C'est juste ce que les gens pensaient qu'il trouverait, non? Il lui a été donné 16 000 $ pour enquêter lui-même. C'est en dehors de toute éthique. C'est là un clair conflit d'intérêts. Je pense sincèrement que cela a été une fraude criminelle, parce que de l'argent a été mis en jeu. Ceux qui ont donné leur argent en toute bonne foi devraient immédiatement engager des poursuites contre Stanton Friedman, Bruce Maccabee, et le financement pour la recherche OVNI. Point. Cette farce a eu pour résultat, le gaspillage total de 16 000 $. Plusieurs centaines d'heures ont été gaspillées à poursuivre un fantôme. Croyez-moi, si vous doutez de la capacité qu'a le gouvernement à vous illusionner, vous feriez mieux d'y repenser. Un autre plan d'urgence est actuellement en cours, et c'est vous qui en êtes la cible. On vous prépare, en effet, à une éventuelle confrontation avec les aliénigènes. Cela pourrait aussi avoir pour but de vous faire croire en l'existence d'une race extranéenne qui n'existe pas. On vous bombarde de livres, de films, d'émissions qui vous dépeignent à peu près tous les aspects de leur nature, bons ou mauvais, et la véritable raison pour laquelle ils sont ici. Observez bien et vous allez remarquer de quelle manière, votre gouvernement vous y prépare peu à peu, de façon à éviter que vous ne soyez pris de panique, lorsque les aliénigènes se manifesteront enfin au grand jour. Le nombre sans précédent d'observations d'OVNI à travers le monde, indique que cette révélation publique n'est pas trop loin. Jamais dans l'histoire il n'y a eu autant d'incidents impliquant les OVNI, et jamais dans l'histoire il n'y a eu autant de reconnaissance publique de la chose. La population fait aussi l'objet de nombreuses autres manigances, beaucoup plus scandaleuses, dont celle qui consiste, depuis des années, à importer des stupéfiants pour les lui revendre au prix fort, et ça, surtout aux citoyens qui n'en ont pas les moyens. Les programmes d'aide sociale ont été mis en place pour que, dans un premier temps, le désœuvrement crée chez une certaine catégorie d'individus, une totale dépendance vis-à-vis de l'État. Puis, dans un second temps, les allocations leur sont peu à peu retirées de façon à donner naissance à une classe criminelle, qui n'existait pas comme telle dans les années 50, et au début des années 60. Ce plan d'urgence encourage la fabrication et l'importation d'armes automatiques, pour que cette classe soit portée à s'en servir, et tout cela dans le but de provoquer un sentiment d'insécurité, tel que les Américains appuient volontiers les projets de loi, qui s'opposent au port d'armes à feu. Des spécialistes de la CIA ont recours à un procédé qu'ils appellerions selon lequel ils administrent des stupéfiants à un sujet affecté de troubles